Merci. Bonjour, vous m'entendez? Je voudrais d'abord remercier Olivier et puis la FIM de m'accueillir pour cette conférence. C'est important pour nous déjà de revoir des gens. Je pense que c'est important pour vous aussi de faire du présentiel. Donc je suis ravi d'être là et ravi d'être en très bonne compagnie. Cette présentation, en plus j'ai quelque chose pour changer les slides. C'est une présentation en fait qu'on fait généralement à deux. C'est pas une présentation sur les systèmes d'information, je préfère insister parce que je risque d'avoir des déçus dans la salle. C'est pas non plus une présentation sur le prévisionnel au sens analyse statistique poussée, donc il n'y aura pas de maths au cours de la présentation, il n'y aura pas non plus de gros mots techniques. Ça n'est pas une présentation sur les normes de communication. On a beaucoup parlé ce matin d'OPCUA, etc. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Et ce n'est pas non plus une présentation sur la démarche TPM qu'on affectionne particulièrement chez Valuable Data, dans la mesure où je ne suis pas le plus expert et le plus sachant pour la faire. Ce n'est pas non plus une présentation produit. Valuable Data est certes un éditeur de solutions logicielles, mais on n'est pas là pour vendre nos produits, pour vous présenter les produits. C'est plutôt un retour d'expérience sur ce qu'on peut vivre avec nos clients et les basiques qu'on a intégrées finalement dans notre offre pour faire que ce type de démarche soit des démarches qui conduisent à du retour sur investissement pour les entreprises. On n'a pas mis de chiffres. Je pense que si vous voulez trouver des chiffres du Gartner ou autres sur tout ce qui est maintenance prévisionnelle, vous en trouverez très très facilement sur Internet. L'objectif n'est pas non plus de vous faire miroiter des chiffres à plusieurs zéros en termes de retour sur investissement. Deux mots autour de Valuable Data. On est une société qui a été créée en 2017. On est 4 associés aujourd'hui. Notre credo, ce n'est pas simplement la maintenance prévisionnelle. On intervient en fait autour du risque dans l'entreprise. Au sens large, maintenance prévisionnelle étant un facteur sur lequel on est focus. Généralement, je fais cette présentation avec mon associé Joël Sebon, qui est l'ancienne patronne de la business line Customer Success chez Nexeya, donc quelqu'un de très métier. Donc moi étant plus technique, elle étant plus métier, ça fonctionne pas mal. Malheureusement, Joël n'est pas là aujourd'hui. Donc vous allez devoir vous contenter de la plus mauvaise partie, de la plus mauvaise moitié en tout cas. Alors, tu parlais de maintenance prédictive, Olivier. C'est vrai que maintenance prédictive, c'est un gros mot. Prédictive, c'est de l'anglais. Et qui plus est, quand on voit les clients industriels qui a quand même les pieds bien ancrés dans le sol, prédictif, ça fait un peu boule de cristal. Donc on ne parle pas de maintenance prédictive, on parle de maintenance prévisionnelle. Et on est là, en effet, pour anticiper des défaillances sur les équipements de production. Et quand on dit défaillance, ce n'est pas simplement une panne. Et vous allez voir que les demandes de nos clients, c'est autant prévenir les pannes que prévenir la non-qualité de ce qu'ils produisent. Si je regarde aujourd'hui la proposition qu'on a sur le marché qui est faite aux industriels en termes de maintenance prévisionnelle, grosso modo, ce qu'on va vous dire, je vais essayer de changer, la proposition valeur standard qu'on va retrouver, c'est, voilà, on va mettre plein de capteurs sur les équipements, ça va remonter plein de données. Généralement, ces données, on va les faire remonter dans le cloud, donc cette espèce de truc que nos clients ne maîtrisent pas, sur lequel on va faire tourner de l'intelligence artificielle, le tout pour sortir derrière une restitution qui va permettre à nos clients d'opérer finalement le risque sur leur chaîne de production. Et la finalité de tout ça, c'est éliminons le curatif et faisons moins de préventif. Donc ça, c'est la proposition du marché aujourd'hui que vous allez trouver sur Internet chez un certain nombre d'acteurs. Et nous, on s'est intéressé en fait aux besoins de nos clients. Et les besoins de nos clients, ils sont très différents suivant que, quand on parle de TPM, les basiques de la TPM sont intégrés au niveau de l'entreprise ou pas. Je ne sais pas, dans la salle, qui a des problèmes aujourd'hui de qualité de production? Personne? Qui a des problèmes de panne machine? On en a quelques-uns. La TPM, ça parle à tout le monde? Ok. Alors, je suis pas un sachant de la TPM, attention, donc je ne vais pas donner de leçons là-dessus. Mais aujourd'hui, finalement, quand on regarde les piliers de la TPM, donc les premiers piliers, c'est de l'automaintenance, c'est de l'amélioration au cas par cas, c'est de la formation.
C'est ce qu'on appelle les basiques. Et nous, quand on adresse les industriels, on a des industriels qui ont une maturité qui est très très large. On a des gens qui ont déjà fait plein de choses au niveau de la maintenance, au niveau des processus, et d'autres qui en ont fait beaucoup moins. Et c'est vrai que la proposition de valeur que je présentais tout à l'heure, elle ne va pas avoir le même écho si on a mis les piliers basiques en place ou pas. Certes, ça peut être un accélérateur de faire de la maintenance prévisionnelle quand on n'a pas encore intégré les basiques, parce que ça va nous permettre de les intégrer, mais ceci mis à part, ce n'est pas le nerf de la guerre. Donc on va plutôt s'adresser à un public qui est un public qui a déjà mis en place une partie de la TPM de manière à soutenir ces processus de maintenance. Donc il y a un écart entre l'offre, très orientée maintenance, et puis les attentes de nos clients qui ne sont pas simplement maintenance, puisque nos clients, en fait, leurs attentes, elles sont à l'articulation de la production, de la qualité et de la maintenance. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, on a énormément de clients qui nous disent, finalement, nous, nos matériels, ils sont relativement robustes. On a déjà fait un certain nombre de choses pour empêcher les pannes. Par contre, ce qui nous gêne, c'est en effet la non-qualité de ce qu'on peut sortir. Donc la maintenance prévisionnelle, ce n'est pas que la maintenance pour prévenir des pannes, ça prévient aussi, ou ça doit prévenir le fait qu'un équipement peut marcher sur 3 pattes et non pas sur 4. Donc le premier basique, quand on parle à nos clients, ce qu'on leur dit, c'est qu'il faut repositionner finalement la problématique de maintenance prévisionnelle dans un cadre qui est plus large, qui est un cadre méthodologique, et notamment dans le cadre de la TPM. Donc l'idée, c'est de faire de la robustesse et d'améliorer la robustesse de l'outil de production et puis de passer dans le partage. Or, quand on pose à nos clients un certain nombre de questions, quand on leur demande est-ce que vous avez identifié les éléments critiques ou les équipements critiques sur vos chaînes de production, ce n'est pas toujours le cas. Quand ils les ont identifiés et qu'on leur demande le coût de la panne, là on rentre dans quelque chose qui est encore plus compliqué. Parce que le coût de la panne, oui, on est capable de dire, voilà, on est intervenu tant d'heures sur telle chaîne de production, tel outil de production. Les pièces de rechange, on est capable aussi quelque part de savoir ce qu'on a dépensé. Par contre, c'est quoi le coût de la panne par rapport aux engagements qu'on avait vis-à-vis des clients qu'on n'a pas pu livrer à temps? Et donc ça reste encore du domaine d'une certaine complexité qu'on travaille avec nos clients. Parce que si on n'a pas le coût de la panne, on aura du mal derrière, ou le coût de la non-qualité associée, on aura du mal derrière à justifier d'un retour sur investissement en mettant en place une solution de maintenance prévisionnelle. Alors quand je disais coût de la panne, idem pour la non-qualité, c'est encore plus complexe. Je me souviens d'un client notamment qui me disait, je ne comprends pas, j'ai des engagements de qualité très très forts vis-à-vis de mes propres clients. Donc dès que j'ai une pièce non conforme sur un lot de 15, je jette le lot. Ça coûte quoi à l'entreprise? Ça ne coûte pas que le lot qu'on jette, ça coûte en termes d'image, ça va coûter aussi en termes d'engagement vis-à-vis du client, de non-paiement, de différé de paiement, etc. Donc repositionner le projet dans le cadre de la TPM qui finalement permet de donner un cadre à ces questions et à bien d'autres, ça nous semble être un prérequis pour mettre en place ce type de solution de maintenance prévisionnelle. Après, le ROI, il est très subtil. On lit beaucoup, on va beaucoup voir ce que font nos concurrents, non pas techniquement, mais plutôt la manière dont ils présentent les choses. On s'aperçoit que le seul leitmotiv, c'est « je diminue les coûts ». Et finalement, si on n'est pas sur un équipement critique, on ne fera jamais de maintenance prévisionnelle, parce qu'il n'y a pas de coût. Et on aura du mal à justifier, en tout cas, d'un ROI. Mais le ROI, il ne s'arrête pas, en fait, à la diminution des coûts. Il y a le partage des connaissances et l'attractivité. Le métier de la maintenance, tel qu'on peut le percevoir chez nos clients, c'est que c'est un métier qui est en tension. Je ne sais pas qui, parmi l'Assemblée, est en charge du recrutement, par exemple, des équipes de maintenance. C'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est formé, il n'y a pas beaucoup de monde sur le marché. Il y a une vraie tension au niveau des équipes de maintenance aujourd'hui. Donc il faut augmenter l'attractivité de l'entreprise. Augmenter l'attractivité de l'entreprise, ça passe aussi par fournir un certain nombre d'outils qui vont permettre en fait aux gens de se concentrer sur leur expertise et de valoriser leur expertise.
Troisième point, c'est en effet performance et excellence. Performance et excellence, pourquoi? Parce qu'on n'est pas là simplement pour réduire le taux de panne d'un équipement, mais on est là pour améliorer la qualité globale en fait, de l'outil de production de l'entreprise. Donc la maintenance prévisionnelle, encore une fois, c'est pas que de la panne. Et puis il y a l'image et l'innovation. Ça c'est compliqué je dirais à chiffrer. Mais je vais vous citer le cas d'un de mes clients qui en fait a mis en place de la maintenance prévisionnelle. Il y avait des équipements honnêtement qui tombaient jamais en panne. Il faisait pas de non-qualité. Par contre, ça lui a permis de remporter des marchés vis-à-vis de donneurs d'ordre, notamment de la défense. Parce qu'il a pris des engagements de service qui étaient ceux qui étaient demandés, mais en plus il a dit j'ai mis en place un certain nombre de choses, dont la maintenance prévisionnelle, pour tenir mon engagement de service. Et ça peut faire une différence commercialement. Donc on voit que le ROI, c'est pas simplement diminuer les coûts en termes de maintenance pure du matériel. Basique 3, traiter la faisabilité technique et l'interprétation. Ce matin, il y avait une conférence assez intéressante qui dressait le portrait de ce qu'allait être le mainteneur ou le professionnel de la maintenance de demain, où la personne disait il va falloir en faire quelque part un data scientist. J'ai beaucoup de doutes, puis chacun son expertise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, nous, ce qu'on a pu constater au niveau des fameux capteurs, c'est qu'on se retrouve face à des équipements qui sont critiques et qui n'ont pas de capteurs. Et poser un capteur à l'extérieur, avec tout le câblage que ça suppose, en termes d'alimentation du capteur, mais en termes également de collecte de la donnée, c'est cher. Donc c'est pas donné. Donc il faut arrêter de dire on va mettre des capteurs comme si c'était facile de mettre un capteur. C'est pas facile de mettre un capteur. Le coût d'un capteur, alors là tout le monde vous dira un capteur de vibration c'est $1. C'est vrai, c'est pas cher. Ce qui est cher, c'est toute la musique qui va derrière pour intégrer ces capteurs. Alors quand on a des capteurs, de temps en temps, on n'a que des capteurs de process aussi. Donc le fabricant a intégré des capteurs de process dans son équipement. Ça marche pas mal, mais il va manquer des choses. Il n'y a pas de capteur de vibration dans les capteurs de process qui sont intégrés dans un matériel au départ. Il n'y a pas de capteur d'hygrométrie, il n'y a pas de capteur de température atelier, etc. Donc de toute manière, on va être obligé de poser d'autres capteurs pour enrichir l'ensemble des signaux qui vont nous permettre de prendre des décisions. Les standards, alors j'ai dit que je ne parlerai pas d'OPC-UA, alors j'en dis un mot, c'est le standard de fait aujourd'hui. Maintenant, regardez auprès des fabricants de machines que vous pouvez utiliser dans vos industries. Qui met en œuvre OPC-UA aujourd'hui? Alors sur le papier, ils sont tous OPC-UA. Dans les faits, rares sont les élus, sincèrement. Et même pour aller plus loin, il y a un certain protectionnisme finalement des fabricants. Les fabricants de machines, je ne parle pas de machines spéciales, je parle de machines, on va dire, semi-spéciales, ils ont bien compris l'importance de la donnée. Donc ils équipent leurs équipements. Mais par contre, cette donnée, pour y accéder, c'est compliqué, notamment pour y accéder depuis un produit tiers, puisque eux-mêmes vont mettre en place des produits pour aller analyser ces signaux, des produits de supervision ou autres, voire de maintenance prévisionnelle. Le problème, c'est que si en effet vous choisissez une solution de maintenance prévisionnelle d'un acteur fabricant du marché, il faut que vous soyez que toute l'entreprise soit de la même couleur. Parce qu'il n'y a pas qu'un équipement critique qui est relatif à ce fabricant, vous avez plein d'équipements critiques. Donc ça n'a pas de sens. Ceci mis à part, tous ces points-là sont à traiter et il y a certains projets qui n'auront pas de ROI. Donc il faut arrêter le projet plutôt que de le commencer, ça ne sert à rien parce qu'on ne sait pas équiper la machine ou qu'on ne saura pas équiper la machine à des coûts raisonnables. La deuxième chose, c'est les fameux algorithmes. Aujourd'hui, imaginons que vous avez une machine, vous réussissez à l'équiper. Vous avez très très peu finalement de données historiques. La majorité des algorithmes aujourd'hui qui sont dits d'intelligence artificielle, en fait c'est de la statistique avancée, soyons clairs, c'est des algorithmes qui ont été créés dans les années 70-80 et on dit que c'est de l'intelligence artificielle parce que en fait ce qui permet le gap, c'est le volume de données qu'on va traiter avec eux. Il leur faut 6 à 12 mois d'historique pour obtenir ce qu'ils appellent un modèle robuste. Donc ça veut dire que pendant 6 à 12 mois,
Vous regardez votre équipement, vous pilotez rien, par contre vous payez. Et là, forcément, ça a un impact sur le retour sur investissement. Troisième truc, le SaaS. Alors le SaaS, une majorité aujourd'hui d'intervenants dans le domaine de la maintenance prévisionnelle proposent des solutions en SaaS. Bah, quand vous êtes une industrie réglementée, vous ne pouvez pas. Et même si vous n'êtes pas une industrie réglementée, aujourd'hui, on a beaucoup d'industriels qui ont encore beaucoup de défiance par rapport à ce type de technologie. On fait sortir de l'information qui est quand même assez stratégique de l'entreprise. Donc, le SaaS, aujourd'hui, il est nécessaire, en tout cas, de regarder des solutions qui sont capables d'offrir une alternative, ne serait-ce que pour répondre à des problèmes de réglementation. Et puis, le troisième truc, c'est la visualisation. Alors, si vous ne voulez pas tomber dans Matrix, c'est peut-être là qu'il faut être le plus vigilant. Je ne sais pas si vous avez vu des solutions de maintenance prévisionnelle les uns ou les autres, est-ce qu'elles peuvent sortir derrière? On voit beaucoup de bulles qui bougent, de chiffres qui sont finalement abscons et qui ne parlent pas à la personne qui va utiliser ça. La personne qui va utiliser ça, elle a son expertise sur la chaîne de production. Elle n'est pas mathématicienne, elle n'est pas statisticienne. Donc, la moindre des choses, c'est qu'en effet, ce qui sort de la solution de maintenance prévisionnelle soit interprétable correctement par les personnes qui vont s'en servir. Donc, il faut vraiment valider ce qu'on appelle l'usabilité, c'est un terme un peu barbare, de la solution que vous allez mettre entre les mains, finalement, de vos collaborateurs, sans avoir besoin d'en faire des data scientists. Et dernier point, il ne faut pas que la solution, elle vive seule. Je veux dire, si en effet j'ai une solution formidable qui permet d'alerter sur un risque de défaillance à 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, derrière, il faut que ça rentre dans un process actionnable. Et le process actionnable, si l'entreprise est dotée d'une GMAO, ça peut être la GMAO, en effet, avec la création d'un ordre d'intervention, etc. Or, ce qu'on peut trouver aujourd'hui comme exemple, c'est des solutions finalement qui sont assez peu intégrées au système d'information de nos clients. Et si on n'est pas intégré au système d'information de nos clients, on perd un peu le sel. C'est bien de faire de la prédiction, mais si derrière on n'exécute pas correctement l'acte de maintenance ou l'intervention sur la machine, elle va tomber en panne, même si on avait prédit qu'elle tomberait en panne à 3 semaines. Donc ça fait beaucoup de choses en termes de basiques qu'il faut traiter. On a voulu parler d'un retour d'expérience. Alors il est un peu spécial ce retour d'expérience. On a cherché le plus tordu en fait qu'on avait été amené à traiter. Alors quand je dis tordu, pourquoi? Parce qu'on est dans un domaine déjà, le caoutchouc qui est assez spécial. Le caoutchouc, c'est une matière vivante. Ça dépend beaucoup de l'hygrométrie, du mélange, etc. Donc c'est pas facile. Après, c'est de la petite série. Donc j'ai plein de recettes en fait sur les presses qui sont différentes. Donc j'ai pas quelque part des cartes de contrôle qui vont se comporter de manière standard tout le temps. Je change de recette, je ne vais pas avoir les mêmes signaux en entrée, je ne vais pas avoir les mêmes données process. Et pourtant, il faut que la solution de maintenance prévisionnelle soit capable d'anticiper les pannes, quel que soit ce qu'on produit, d'anticiper les problèmes de qualité, quel que soit ce qu'on produit. On a de la chance parce que ce client-là, Jeffica, alors d'abord, il accepte qu'on parle de lui. Parce que c'est pas facile non plus le nombre de non-disclosure agreements qu'on est amené à signer avec des gens qui veulent pas qu'on parle de lui. Donc on a le droit de citer Jeffica sans qu'on se le serait pas permis. Il innove beaucoup dans la digitalisation de son entreprise, sur tout un tas de process. Donc ça fait partie en fait de sa stratégie d'innovation. Et il en fait une arme commerciale pour le coup. Alors c'est pas celui dont je parlais, c'est un autre dont je parlais tout à l'heure, mais ça aurait très bien pu être Jeffica. Donc la cible, c'était le pilotage d'une presse Maplan. Alors pourquoi Maplan? Parce qu'on avait le choix. Il y avait plusieurs types de presse au sein de l'usine. Et pourquoi Maplan? Parce qu'on a trouvé un très bon contact avec les gens de Maplan qui sont beaucoup plus ouverts que certains fabricants de machines, c'est-à-dire qui laissent sortir la donnée pour qu'on puisse l'interpréter dans des produits tiers, ce qui n'est pas forcément le cas de tous. Je ne citerai pas de nom, mais il y a des constructeurs de machines avec lesquels on a des difficultés et sur lesquels il faut qu'on double les capteurs, ce qui est assez inepte. On
On avait un vrai enjeu de non-conformité, donc c'était intéressant parce que là, on ne s'intéressait plus à la panne. C'est assez robuste, hein, ces trucs-là. Ça claque. Les problèmes de panne sur une Maplan, grosso modo, c'est soit des problèmes électroniques, et là, on ne peut rien faire en termes de prévision, soyons clairs, soit vraiment des casses, mais qui arrivent une fois tous les 3, 4, 5 ans. Donc c'était assez robuste. Par contre, il y avait des non-conformités parce que, comme je le disais, le caoutchouc, c'est un matériau vivant, etc. Et puis, elle était déjà équipée de capteurs. Je crois qu'il y a 23 capteurs. Donc, c'était intéressant aussi de dire et de montrer et de démontrer avec le client qu'un esprit humain, bah, si vous vous mettez face à 2 cartes de contrôle, 3 cartes de contrôle, 4 cartes de contrôle, ça passe. Si vous voyez en parallèle 23 signaux que vous devez corréler les uns aux autres, l'esprit humain n'est pas capable de le faire. On a mis en place en fait un projet qui pouvait s'arrêter à chaque étape. C'est-à-dire qu'on a commencé par faire ce qu'on disait tout à l'heure, on a travaillé les gains. Et pas simplement les gains sur la diminution du coût, puisque la machine, elle tombait très peu en panne. Donc on a travaillé les gains sur non-conformité, on a travaillé les gains aussi sur amélioration de la collaboration au sein de l'entreprise, etc. On a vérifié aussi l'exploitation des données qui provenaient de la machine. Alors j'ai un exemple. Il n'y a pas longtemps, on nous soumet les données d'une machine qui devait avoir une 30aine de capteurs. Ils étaient tous tellement intimement corrélés que ça revenait à l'analyse d'un capteur. Vous ne faites pas de prévision. Donc c'est pas la peine. Donc si on ne fait pas cette étape-là en amont pour se rendre compte de la corrélation trop forte d'un certain nombre de capteurs, bah on va rentrer dans un projet sur lequel on aura un client d'abord qui ne sera pas content, qui va arrêter le projet, et puis bah, nous, on va arrêter le projet avec lui. Donc il vaut mieux le savoir avant. Donc on a validé statistiquement, et là on a fait un go pour passer à l'étage d'après, qui était une étape de pilotage, avec de la formation des collaborateurs, de la validation in situ sur une période assez longue, puisqu'on a mis plus d'1 an, je crois, de validation. Et en même temps, on en a profité pour améliorer ce qu'on délivrait en sortie de finalement notre solution, c'est-à-dire toute l'usabilité. On voulait vraiment que les gens qui allaient utiliser la solution soient capables de prendre des décisions à partir non pas de suite de 1 et de 0 à la matrix, mais de choses qui leur parlent. Alors il se trouve que dans le cadre de cette collaboration, le client n'a pas de GMAO, donc on a fait un embryon de GMAO quand même pour aller à côté, c'est-à-dire qu'on liste et on alerte. Mais ce n'est pas notre cœur de métier et on n'ira pas plus loin. Et puis derrière, il a mise en production avec industrialisation, etc. Donc les résultats, ils ont été très concrets. C'est que dès le premier mois, en fait, on a su cartographier l'ADN de fonctionnement de la machine sur 4 types de production, donc 4 recettes différentes, ce qui était déjà une gageure, et puis identifier en effet des signes, de ce qu'on appelle chez nous des signaux faibles, c'est-à-dire une machine qui commence à dériver. Et donc là, on est en train de continuer de travailler pour étendre en fait la plage de détection sur les dérives de la machine, de manière à savoir si elle reste supportable ou pas, et donc pas alerter trop tôt non plus sur une problématique d'intervention éventuelle. On a intégré, alors ce slide est un peu vieux, j'aurais pu le revoir, on a intégré des capteurs d'hygrométrie, simplement à cause du caoutchouc, matière vivante, de température atelier. Il nous reste à intégrer des capteurs de vibration sur la machine qu'on n'a pas encore intégrés. Et puis, pour faciliter le travail en fait, des gens qui analysaient les résultats des algorithmes, on a créé une petite application à côté qui est toute simple sur tablette, qui permet finalement à la personne qui est la plus partie prenante dans le quotidien de la production, c'est-à-dire l'opérateur, d'alerter. Donc il tag, j'ai entendu un bruit suspect, une odeur suspecte, le cycle a duré un peu plus longtemps de mon point de vue, etc. Ce qui nous permet derrière de faciliter en fait, l'utilisation de la restitution des algorithmes. Donc en conclusion, pour que ça marche, il faut que l'entreprise elle soit mature, qu'elle soit un minimum innovante, qu'elle ait envie d'innover, ça c'est une chose, mais qu'elle ait aussi des équipes de production, de qualité et de maintenance qui se parlent. Qu'elle ait mis en place un petit peu de basiques et de fondamentaux de la TPM, donc idéalement les 4 premiers piliers, puisque la maintenance prévisionnelle, en fait, elle correspond au pilier supérieur. C'est un outil qui supporte les piliers supérieurs. Il faut s'ouvrir les chakras sur le ROI sans qu'on ne fait rien, clairement. En fait,
Bon, mis à part certains clients sur lesquels on est en process continu, sur lesquels une panne, ça arrête la chaîne de production pendant 8 jours, et là, en effet, en termes de données sonnantes et trébuchantes, on arrive à des ROI qui souffrent plus de contestation. On a plein de clients aujourd'hui qui nous disent, bon, ben, voilà, de toute manière, cette machine, elle est tellement vieille qu'elle tombe en panne tout le temps. Bon, ça, c'est pas la peine de faire de la maintenance prévisionnelle. On sait que ça va tomber en panne. Ou alors on a des clients qui nous disent ah bah, cette machine elle est critique, et puis quand on creuse en fait il y a la même à côté, ils sont en sous-capacité de production. Donc c'est pas grave si elle tombe en panne, on prend celle d'à côté. Donc encore une fois, il faut s'ouvrir un peu les chakras sur le ROI, pas simplement diminution des coûts, voir ce que ça peut apporter aux équipes aussi, et voir ce que ça peut apporter à l'entreprise en termes d'image. Et puis il faut itérer avec vraiment un focus sur l'efficacité, il ne faut pas hésiter à finalement dire bah ça ne correspond pas à la manière de travailler de l'entreprise, il faudrait qu'on ait des données, des solutions qui analysent de telle façon parce que ça ne parle pas à nos équipes, encore une fois, donc l'usabilité. Et bien entendu la rentabilité, parce qu'on sait très bien que les ressources critiques, elles se déplacent, donc quand on en met une sous contrôle, il va y en avoir une autre à mettre sous contrôle. Parce que en fait, l'équilibre est rompu, on a mis quelque chose sous contrôle, donc ce qui devient critique, c'est un autre élément de la chaîne de production. Et puis n'oubliez pas, alors c'est pas que je souhaite vous embrasser, mais keep it simple and stupid. Si vous voyez des trucs où ça commence à partir dans tous les sens, où vous avez des coûts de mise en œuvre qui sont extrêmement importants, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on itère, on est capable de faire des choses qui sont chouettes et de faire des choses qui sont chouettes vite. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Marc. Tu leur fais marcher, du coup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation assez riche également? Peut-être sur finalement combien de temps on met pour mettre en œuvre un peu tout ça, tout ce système-là et en tirer déjà les premiers résultats? Alors, la mise en œuvre d'une solution, c'est facile. Enfin, je veux dire, les études statistiques, etc., honnêtement, on est sur une question de semaines. Après, c'est l'intégration en fait, de l'utilisation de cette solution dans les process de l'entreprise qui demande un véritable accompagnement au changement. On change la manière un petit peu de travailler les gens. Ils sont très moteurs, hein, les équipes de maintenance qu'on a eues en face de nous, les équipes qualité, sont très motrices d'ailleurs de se parler ensemble. Donc là, ça peut prendre plusieurs mois, clairement, mais il faut le savoir. Mais ça ne veut pas dire que ça coûte de l'argent. C'est une nouvelle manière de travailler et les gens y prennent goût. Donc... écoute, un test, généralement, pour faire les premiers tests, on est sur 6 semaines pour savoir si on sait sortir des choses. Voilà. Et derrière, la mise en œuvre, elle dépend un peu de l'organisation de l'entreprise, de sa lourdeur, si c'est un grand groupe, si c'est une TPE, si c'est une PME, si c'est une ETI. Les grands groupes, c'est plus compliqué, hein. Il y a plus de process, il y a plus de poids, il y a un process organisationnel qui est certainement plus riche du coup et qui peut nécessiter des adaptations sur les patrons. Et puis on n'a pas forcément la personne qui a le pouvoir de décision au bout du fil directement. Alors que quand on s'adresse à une PME type GFICA qui doit faire 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, on travaille avec la tête, donc les 3 dirigeants, et c'est beaucoup plus simple derrière de mettre en place des choses. Donc adapté à la fois aux grands groupes et aux TPE, finalement. Oui, je ne sais pas où va ma préférence. Les deux sont. Il y a des bons côtés, il y a des bons côtés et il y a des moins bons côtés. Voilà. Okay. Avez-vous des questions sur cette présentation? Non? Bah écoutez, vous avez un truc de contact. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas. Ne serait-ce que pour avoir un échange. Si vous souhaitez un échange aussi avec les gens, par exemple, de chez GFICA, qui sont, je le répète, très très sympathiques, de bien vouloir qu'on parle d'eux, parce que c'est compliqué de trouver des gens. Forcément, quand vous avez des problèmes de qualité ou des problèmes de panne au niveau de votre outil de production, vous ne cherchez pas à le crier sur les toits. Donc c'est compliqué d'avoir des gens qui sont capables de témoigner, et ils sont capables de témoigner, ils le font très très volontiers. Voilà. Mais les avoir résolus, finalement, ça convainc aussi le écoute, alors je vais pas faire la pub de GFICA parce que mais bon, c'est une boîte qui est en pleine expansion, c'est un sous-traitant de niveau 1 de l'aéro et de l'auto qui n'a pas mal vécu la crise qu'on vient de vivre.
qui fait une extension d'usine, tu vois. Donc je pense qu'en effet, ce type de projet d'innovation mobilise aussi les troupes en interne, hein. On parle beaucoup du digital, c'est un peu la tarte à la crème, ça en fait partie du digital. Et c'est vrai que le digital, ben, pour les entreprises, ça permet quelque part d'insuffler de la dynamique, etc. Et ça se remarque très, 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 très fortement chez Jeffica. Mais la prochaine fois, si tu veux, on invitera le patron de Jeffica. Mais avec grand plaisir. Je pense voilà. qu'un retour d'expérience industrielle sera également le bienvenu. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un excellent salon.